Très bien. Bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, Le bois oublié, les adolescentes dans l'économie des soins. On a un ordre de jour assez intense, donc il va falloir qu'on commence là tout de suite. Cet événement est organisé par le Centre pour la recherche et l'innovation et l'apprentissage des filles The Population Council, qui est connu en tant que Girl Center, Centre d'innovation de recherche. C'est un centre qui transforme les vies des adolescentes grâce à de normes rigoureuses sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et on veut adresser toutes ces ressources pour améliorer la vie des adolescentes. Je suis Karen Austrian et je suis la directrice générale de ce Girl Center. L'événement d'aujourd'hui est fait dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des filles 2024 et aussi de la Journée des soins qui a été hier. J'ai l'honneur, le plaisir d'être l'hôte de ce webinaire, mais il y a aussi des collègues qui se joignent à nous et qui ont fait un travail essentiel pour créer des politiques importantes, relevantes dans ce domaine. Nous avons écouté ce mot, l'économie des soins ou du care en anglais les dernières années, et on a vu qu'il y a eu des investissements dans des programmes, dans des politiques, en essayant d'améliorer la vie des femmes dans l'économie des soins, mais aussi pour profiter, pour améliorer l'égalité des genres. Dans le Girl Center, on voulait approfondir, analyser en profondeur quelles sont les voix qui sont oubliées, qui manquent dans cette conversation, qui sont plus actives dans l'économie des soins, mais n'ont pas une voix dans les programmes. On sait que ces filles, souvent, sont marginalisées, surtout celles qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé à explorer, à analyser que cela se produisait dans l'économie des soins. Et si c'est le cas, il faut voir comment avoir les fondements avec des données, avec des évidences pour observer, pour détecter les besoins et les opportunités spécifiques pour les filles dans ce domaine. Donc, celle-ci est une opportunité essentielle pour le chemin qu'on veut parcourir. On va analyser des évidences récentes sur le travail pour les soins de ces filles-là et quel est l'impact sur ce fille-là. Maïmoun est un chercheuse déléguée qui va partager une bibliographie qu'elle a faite il n'y a pas longtemps avec nous. Après, on aura un panel de discussion, de débat modéré par Annabelle Foucault, qui est une chercheuse principale dans les Population Council. Elle va présenter à Chiku Semfuko, qui est une responsable des projets nationaux à la OIT et qui travaille pour les centres pour la formation et pour le développement des travailleuses domestiques en prêt Amar Nijwan, qui est une activiste sociale avec une expérience de vie, et Amar Nijawan, qui est une responsable des projets à l'Institut, au Centre pour la recherche et le développement international du Canada. Ensuite, on va voir une séance, un moment pour les questions-réponses, et on vous demande de partager toutes vos questions sur les chats et ensuite, on va lire toutes ces questions pour pouvoir leur répondre. Maintenant, je vais donner la parole à Maïmouna. Merci beaucoup, Karen, pour la présentation. Bonjour tout le monde. Merci pour être là, pour partager vos expériences avec nous. Diapo suivante. Alors, peut-être il y a des personnes ici qui viennent d'arriver dans ce domaine et connaissent pas encore le terme les soins, l'économie des soins ou le care economy. Donc, je voudrais partager ou je voudrais vous poser la question, quels sont le premier mot, la première impression que vous avez en tête quand on parle de économie de soins au travail de soins? Qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, partagez-le sur le chat, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs définitions de l'économie des soins, mais je pense que le plus important est en rapport avec le
travail rémunéré et pas rémunéré des soins au foyer et dans les domaines du travail. Donc, on a ici quatre carrés. On a, par exemple, le soin en direct non rémunéré, qui est un rapport avec prendre soin de personnes directes, pardon. Et puis en direct, c'est qui est tout le soin, tous les travaux de nettoyage, n'est-ce pas, de ménage. Ensuite, on a le direct et rémunéré, par exemple, tout ce qui est infirmier, médecin. Et en direct, c'est plutôt les travailleuses domestiques. Depuis l'épidémie de COVID, on a vu apparaître beaucoup de femmes qui partagent à chaque fois plus leurs histoires, leurs expériences de travail domestique, et on a vu un écart très, très grand entre les hommes et les femmes. Les femmes font trois fois plus de travail de soins que les hommes. Et ça, c'est dans tout le monde. Cette situation se répète dans tout le monde. On n'a pas une égalité dans la distribution des tâches entre les hommes et les femmes. Les femmes qui font des tâches ménageuses participent beaucoup du travail non formel. Deux tiers des filles font de ces tâches ménagères la moitié de la journée. Deux tiers de la journée. Et quand on entend les mots économie des soins, tous les besoins de ces adolescentes ne sont pas considérés. Donc, on va parler de tous ces écarts. On va se concentrer tout d'abord sur la participation des adolescentes dans le travail domestique et ensuite, on va se pencher sur le travail non rémunéré des soins et on va aussi analyser le travail que Population Council a fait jusqu'à aujourd'hui à ce sujet-là. Alors, quand on pense au travail domestique, il faut penser aussi, ou il faut savoir que les enfants de moins de 18 ans, surtout les enfants, représentent 25% de la force de travail domestique, du travail domestique. On sait qu'il y a beaucoup de travailleuses domestiques, mais on n'entend pas leur voix. Il y en a plusieurs qui travaillent dans des conditions informelles parce qu'ils sont dans le foyer, dans l'espace du foyer. Ils travaillent beaucoup d'heures et ils ont très peu de protection sociale lorsqu'il s'agit de la représentation ou de la prise de décision sociale. Les enfants, les jeunes qui travaillent au foyer ont peu de représentation dans les espaces de décision. Et c'est pour cela qu'on a peu de programmes qui traitent ou qui considèrent leurs besoins. Mais on va en reparler lors du débat. Aussi, on va parler du travail non rémunéré, des soins. On n'entend pas beaucoup parler de ça, mais on va se concentrer sur l'impact de s'occuper des tâches ménagères. Par exemple, cela signifie que les adolescentes vont prendre soin de membres des enfants. Et il y a des recherches qui montrent que destiner des heures pour cet âge fait que elles vont être enlevées ou elles vont avoir moins d'heures dans le domaine de l'éducation. Il n'y a pas longtemps, en Inde, on a découvert que les filles en Inde ne finissent pas l'école secondaire parce que quand ils ont entre 8 et 12 ans, ils dévouent beaucoup d'heures aux tâches de soins. Et on ne comprend pas trop bien exactement pourquoi ces tâches ménagères de soins ont un impact sur le développement académique de ces personnes-là. Ou quel est l'impact? On comprend bien quel est l'impact, n'est-ce pas? Donc, on a décidé d'analyser au Population Council tout ce sujet-là dans une étude longitudinale. On a fait le suivi de milliers des enfants dans plusieurs pays et on a testé 4 moments dans leur vie depuis la naissance parce qu'on voulait voir la diversité dans les différents pays. C'est ce qu'on a fait lors de ces études.
Avec tout ce qu'on a fait, ces études nous ont montré combien de temps les enfants vont chercher de l'eau, vont faire du ménage ou vont prendre soin d'autres membres de la famille. Quel est le temps qu'ils passent à cette tâche-là? Donc, de 8 à 12 ans, on a fait l'étude de 8 à 12 ans et on a pu voir que, par exemple, lorsqu'ils commencent à 8 ans à prendre soin d'autres membres de la famille, cela a un impact sur ses compétences mathématiques, ses compétences de lecture, ses compétences de vocabulaire. Donc, ces responsabilités-là ont un impact très important sur le développement académique. Donc, dans ce graphique, vous pouvez voir la quantité d'heures que les garçons en vert et les filles en rose, les heures dévouées ou dédiées aux tâches de soins. Et c'est un rapport avec les temps qu'ils passent aux tâches ménagères ou soins d'autres personnes. De l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, les filles passent beaucoup plus de temps à ces tâches de soins. Alors, on voit ici aussi qu'en Éthiopie, l'écart d'âge est beaucoup plus important qu'en Inde ou dans d'autres pays. Et cela peut être ça a un rapport avec les valeurs sociales ou les valeurs de la famille. Aussi, on a étudié l'âge de la tranche étaire de 8 à 12 ans et aussi les points sur les 8 ans et quelles étaient les répercussions à l'âge de 12 ans en termes académiques. Les filles passent 3 heures de plus dans ce genre de tâches que les garçons et tout cela a des répercussions sur la continuité, sur les suivis 4 ans après, sur les suivis académiques. En Inde, ils passent plus de temps à 8 ans parce qu'ils ont moins de possibilités de continuer à aller à l'école 4 ans après. On voit aussi que tout cela a un impact négatif sur le capacité mathématique, entre autres. Diapositive suivante. Ensuite, on a essayé de voir ce qui s'est passé entre les 12 et les 15 ans, cette période de 3 ans. Donc, le premier schéma nous a montré que la charge s'accroît au fur et à mesure que le temps passe en Inde et en Éthiopie. En Inde et en Éthiopie, les heures de soins à 12 ans sont associées à des mauvais résultats à l'école, surtout lorsque ces filles atteignent l'âge de 15 ans. Et il y a d'autres facteurs aussi qui exercent une influence sur le parcours, n'est-ce pas, académique de ces filles. Par exemple, je dirais une bonne nutrition, n'est-ce pas, de ces filles-là. Et, mais en tout cas, après, c'est un sujet qu'on va reprendre dans notre moment de débat et de discussion. Donc, je vous présente quelques conclusions. Le temps consacré aux activités de soins rémunérés ou non rémunérés a un impact sans doute sur l'éducation. Cependant, toutes les discussions autour de l'économie des soins ne prend pas en compte les questions liées aux filles et il y a chaque fois plus de preuves qu'il faut inclure les expériences des filles et des adolescentes dans la conception des programmes et des politiques publiques. Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous pouvez les écrire dans notre chat. Mm, Il y a aussi les co-auteurs de ce travail que nous avons fait. C'est la docteure Erika Soler, qui est une consultante indépendante et un autre membre de Pop Council. Donc, nous venons de voir les preuves de l'influence de activités des soins sur la vie des filles et des adolescentes. Donc, tout d'abord, je vous offre quelques commentaires et ensuite je présente le panel pour la discussion.
Je pense que la présentation nous a montré que nous devons travailler davantage sur la recherche, sur le développement des actions. Nous savons que le travail à la maison ou au foyer implique un empêchement pour les filles, pour les jeunes femmes, n'est-ce pas? C'est un empêchement à l'accès au monde du travail rémunéré. Il y a aussi un impact négatif sur la participation à l'éducation et au développement académique, au parcours académique que ces filles, adolescentes et jeunes femmes puissent faire. Donc, nous devons commencer plus précocement, je dirais, n'est-ce pas, à travailler auprès de ce groupe, de cette population. Ensuite, j'aimerais dire aussi que d'après ce qu'on a pu observer en Éthiopie, on a travaillé surtout sur la migration. On a travaillé ce sujet aussi en Afrique subsaharienne. Il y a une charge excessive, n'est-ce pas, au sein des familles de ces filles et adolescentes, ce qui peut aussi euh, replier les filles seulement aux questions domestiques. C'est quelque chose qu'on observe surtout chez les filles des familles non aisées, ou très défavorables. Ce sont des filles qui ont très peu de temps d'éducation formelle et ensuite elles rentrent immédiatement dans peut-être seulement dans le foyer parce que finalement c'est la seule chose qu'elles ont appris à faire. Ce sont les seules capacités ou compétences qu'elles ont. Donc elles restent à la maison et cela empêche, n'est-ce pas, une, euh, des progrès, oui, académiques ou professionnels. Il y a des études aussi en Tanzanie, en Éthiopie, qui montrent que ce travail domestique est aussi très en contact avec le travail sexuel. C'est une sorte d'esclavage moderne aussi. Les filles, elles sont exploitées, elles sont très mal rémunérées. Et ensuite, un dernier commentaire qui concerne les mesures. On n'a pas trop de statistiques ou mesures liées au travail rémunéré, non rémunéré, associées à l'économie du Caire. Il y a une étude récemment publiée qui signale ou qui nous montre la quantité d'heures consacrées au travail domestique dans le secteur rural. Oui, on a observé combien d'heures les enfants et les filles travaillent dans le secteur rural et là, les familles, n'est-ce pas, de ces enfants aussi. Donc, on pose la question aux parents, combien d'heures votre enfant euh, passe à la campagne. Et on voit que ce que les parents ont dit coïncidait avec ce que les enfants eux-mêmes ils disaient par rapport au nombre d'heures. Mais si on observait ce que les parents disaient à propos de leur fille et le nombre d'heures de travail de leur fille, là, il y avait des différences très importantes. Les parents sous-estimaient le nombre d'heures que les filles disait, n'est-ce pas, qu'elle passait à la campagne. Et les preuves, les trouvailles sont très intéressantes et le contact avec ce que nous disons ici est direct, n'est-ce pas? Et l'interprétation que nous faisons des données est directe. En matière d'économie du care, beaucoup de filles font un travail qui est complètement invisible, qui ne fait pas partie des statistiques, qui n'est pas présenté dans les études, n'est-ce pas? Nous parlons du nombre d'heures des filles dans le cadre du travail rémunéré et non rémunéré dans le contexte de l'économie des soins. Donc, maintenant, j'aimerais présenter nos panélistes. Alors, Chikon Foucault, c'est un officier de l'OIT. Chikou Samfuko, elle travaille à l'OIT depuis 15 ans à l'OIT, l'Afrique
occidentale, elle travaille surtout pour améliorer les conditions de travail des travailleuses domestiques. Edith Murgo, c'est la directrice exécutive du Centre pour la formation et le développement domestique. Elle est activiste, très reconnue en faveur des droits des femmes et des filles dans le travail domestique. Elle se concentre sur l'éducation, le développement des capacités, le plaidoyer pour que les femmes et les filles puissent avoir des moyens de vie dignes. Au Kenya, Winnie Lima est une activiste sociale. Elle a 21 ans. Elle est activiste depuis 21 ans. Elle a une expérience en tant que travailleuse domestique depuis son enfance à Nairobi, à Nijawan. Elle travaille depuis un an dans les politiques féministes, justice de genre, inégalité économique. Elle est leader de projet senior à IDRC et elle est leader aussi elle dirige une recherche sur l'économie des soins dans 15 pays de l'Afrique. Et maintenant, nous allons donc parler plutôt du travail rémunéré, oui, parce que c'est l'expérience de nos panélistes. Donc, on aimerait tout d'abord commencer par Chiku Sanfuko. Elle est basée en Tanzanie et représente l'OIT. Donc, Chiku, tu as travaillé beaucoup d'années sur les politiques liées au travail domestique en Tanzanie et dans la région en général, n'est-ce pas? Quels ont été les changements de politique ou quels seraient les changements, n'est-ce pas, de politique essentiels à faire pour éliminer le travail des enfants dans le secteur du travail domestique et pour améliorer la situation des jeunes et des adolescentes dans le travail domestique? Et si tu pouvais aussi nous commenter les barrières que tu observes et qui empêchent les changements, justement, de politique dont on parle. J'espère bien que ma connexion est stable. Alors, alors, quelques changements essentiels des politiques qu'on devrait faire pour améliorer la situation ou pour éliminer le travail des enfants, un travail légal, c'est qu'il faut élargir l'accès à l'éducation. Il faut élargir cet accès. En Tanzanie, 28% des enfants entre 5 et 17 ans participent du marché du travail des enfants. Bien sûr, leur contexte est très associé à la pauvreté, mais pour pouvoir modifier et changer ces questions, le son, ça marche bien, n'est-ce pas? Vous me confirmez ça? Alors, alors je continue. D'accord, oui, oui, Chiku. Donc, je disais que nous devons nous assurer qu'il y a une éducation libre, gratuite et obligatoire pour pouvoir, disons, incorporer les enfants à cette éducation. Il faut aussi soutenir les filles pour qu'elles abandonnent le travail domestique, elles passent à d'autres types de travail. Je parle d'un travail plus qualifié. Et il faut dire aussi que le travail domestique est un travail. Donc, la Journée internationale des soins, on l'a commémorée hier et il faut reconnaître que ce travail domestique est un travail dans les faits, comme la plupart de ces des dynamiques se passent dans le contexte du foyer. Bon, on ne le voit pas et on pense que ce n'est pas un véritable travail. Mais il faut établir des réglementations, par exemple, d'une journée de travail, le nombre d'heures par jour, surtout les femmes qui travaillent dans les domaines ruraux, dans les secteurs ruraux. On exige de leur part un travail de 15, 16, 17 heures de travail avec une rémunération très, très peu élevée. Donc, il faut promouvoir les conventions, la ratification de conventions de l'OIT qui existent déjà. Malheureusement, la convention 189 de l'OIT n'a pas été ratifiée par les pays de la région, de ma région. Donc, la Tanzanie, nous souhaitons, n'est-ce pas, que la Tanzanie, entre cette année 2024 et 2025, ratifie finalement cette convention, mais nous avons aussi besoin d'une protection sociale. Oui,
Il faut qu'il y ait un transfert de fonds, d'argent, n'est-ce pas? Il faut chercher des mécanismes pour réduire la pression des enfants qui sont exigés, qui sont obligés à participer au marché. Et il faut aussi et surtout travailler auprès des familles, auprès des parents de ces enfants. Oui, pour qu'ils puissent comprendre que lorsque leurs enfants ne vont plus à l'école et ils restent à la maison où ils vont travailler à la campagne, n'est-ce pas, avec eux, cela, disons, est un acte en détriment de leurs propres enfants. Mais il faut essayer de soutenir ces parents-là. Oui, il faut essayer de soutenir ces familles pour qu'elles puissent avoir, n'est-ce pas, l'argent suffisant et pour qu'elles évitent, n'est-ce pas, d'amener leurs enfants à travailler à la campagne. Il faut aussi soutenir les jeunes femmes. Il faut travailler sur des changements politiques qui concernent la sensibilisation, les politiques inclusives. L'OIT travaille actuellement avec quelques partenaires pour aborder les causes de ce phénomène et pour assurer aussi que les jeunes femmes puissent accéder à la formation, à l'autonomisation, à, disons, en fait, rompre, n'est-ce pas, ce cercle qui n'est pas vertueux et où elles se trouvent esclaves. Il faut faire en sorte que les filles deviennent autonomisées pour rompre ce cercle non vertueux. Merci, Chiku. Merci, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à Edith Murago. Toi, tu as créé l'une des premières organisations innovatrices pour soutenir et faire du plaidoyer en faveur des travailleuses domestiques et des filles qui travaillent dans le travail domestique. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les principaux défis de ces enfants et comment ton organisation a abordé ces défis? Quels sont les progrès, les réalisations que tu peux nous commenter? Quels sont encore les défis qui sont encore, disons, devant nous? Merci. On a travaillé sur cela, ça fait longtemps. Je dirais qu'il y a plus de 20 ans qu'on travaille là-dessus et on a appris beaucoup de choses et je vais partager avec cette présentation tout cela. Des travailleuses, des enfants travailleurs dans le ménage relèvent de défis de but des abus, de la non-rémunération. Le Kenya n'a pas de protection dans ce domaine-là des enfants. Les normes ne sont pas respectées ou les lois ne sont pas respectées. Il y en a peu, mais elles ne sont pas respectées. Et plusieurs des travailleurs ou travailleuses ne sont pas conscientes de leurs droits. Ils sont isolés. Ils ou elles travaillent dans des endroits fermés. Donc, c'est un grand défi pour tous ces enfants de pouvoir connaître, être conscients de quels sont leurs droits. Et c'est comme ça qu'ils perdent des opportunités parce que quand ils sont pas à l'école, ils sont au ménage, ils travaillent au ménage. Et donc, et ils sont aussi sous des conditions d'exploitation, ils n'ont pas de soins médicaux et les opportunités sont très limitées pour eux. Ils peuvent pas débattre ou avoir des échanges avec d'autres personnes, ils connaissent pas leurs droits. on- ils sont pas inclus dans les plans de plaidoyer, n'est-ce pas? C'est pour cela que mon association a beaucoup travaillé sur cet abordage à 4.4 R, le, la rescousse pour pouvoir leur donner un abri, aussi un accès à l'éducation, un accès à l'assistance légale, le soutien familier pour qu'il ou elle puisse protéger les enfants et qu'ils ne soient plus exploités dans le domaine du travail. Le plaidoyer et la sensibilisation par rapport au travail des enfants et l'exploitation des enfants. En ce qui concerne le progrès, on travaille avec d'autres associations et des collègues et on a également travaillé pour l'acceptation, la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Conjointement avec les associations, on veut que le Kenya ratifie cette convention et on voudrait que notre loi d'emploi inclut et dit que les travailleurs ou les travailleuses domestiques
ont des droits et ont des salaires minimaux, minimaux qui doivent être rappelés. Et on travaille aussi sur un projet de loi pour que les travailleuses domestiques qui ont travaillé pendant longtemps soient reconnues maintenant. On a aussi une association qui travaille pour l'accréditation pour qu'elles puissent avoir un compte courant ou un compte d'épargne pour pouvoir avoir des épargnes dans la banque. On réalise aussi des campagnes de sensibilisation pour l'inclusion, pas pour l'inclusion, pour qu'il y ait une journée de droits des travailleuses domestiques. Lors des 2 dernières années, le gouvernement du Kenya a commémoré cette journée avec une célébration nationale. Et le Kenya a aussi tout un programme national pour la formation de ces travailleurs et travailleuses qui est intégré à l'Agence nationale du travail. Et cela permet une certification, une attestation pour permettre de négocier d'autres rémunérations, d'autres conditions de travail. Mais malgré tout ça, il y a encore des défis à relever. Il n'y a pas un respect total de loi du travail. Donc, c'est pour cela que les travailleuses continuent à être vulnérables à l'exploitation et aussi les assurances ne sont pas toujours embauchées et on a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'exploitation et l'abus de travailleuses domestiques. Je vais donner la parole à Willy. Est-ce que vous avez une expérience parce que vous êtes une jeune travailleuse domestique? Quel est le point principal des communautés, y compris les employeurs, doivent comprendre sur cette situation des travailleuses domestiques? Est-ce que vous pouvez nous décrire un programme qui ait été particulièrement efficace chez vous, qui ait marqué la différence? S'il vous plaît, soyez bref pour que tout le monde puisse avoir le temps pour parler. Bonjour encore. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai l'expérience du travail domestique des enfants et grâce à mon expérience, j'ai beaucoup appris et j'ai appris que la plupart des communautés ne prend pas au sérieux le travail domestique, le travail des enfants. Pas seulement au Kenya, mais dans d'autres pays aussi. Et les gens pensent que ces personnes-là, les travailleuses domestiques, ne méritent pas plus puisqu'elles sont pauvres, donc elles ne peuvent que faire ça, ne peuvent développer que cette activité. Je crois que les communautés devraient le prendre au sérieux parce que sans le travail des travailleuses domestiques, la plupart des tâches ménagères ne seraient pas accomplies. Personne ne le ferait. Parfois, elles prennent soin aussi des enfants, des familles dans les foyers où elles travaillent. Donc, je veux que ce soit clair que les travailleuses domestiques sont des êtres humains et elles doivent être considérées. On doit comprendre leurs sentiments parce que lorsqu'on travaille en tant que travailleuse domestique et surtout lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est presque un enfant ou une enfant, ils te traitent, ils pensent que tu es déjà un adulte, une adulte. Ils oublient qu'on est encore des jeunes. Donc, je pense que le travail réalisé, effectué, n'est pas apprécié suffisamment. On comprend pas, ils comprennent pas nos sentiments. On nous écoute pas. On nous aide pas dans le chagrin. Ces enfants, ces filles travaillent et ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui puisse les comprendre, qui puisse le conforter, qui puisse le soutenir. J'ai travaillé avec d'autres organisations, j'ai participé dans de différentes organisations parce que j'aime bien le plaidoyer. Et
Il y a une organisation qui travaille pour éradiquer toutes les formes d'esclavage et d'exploitation, le travail forcé, le trafic de personnes, l'esclavage moderne et le travail des enfants. J'ai appris, grâce à cette organisation, que nous devons travailler pour mettre fin à toutes les formes d'esclavage, y compris le travail des enfants. Il y a un centre où les filles sont accueillies, sont éduquées et elles peuvent, ou elles sortent de là en tant qu'entrepreneuses, elles sortent gagnantes de ces centres-là. C'est l'une des organisations avec lesquelles je travaille. Cette organisation travaille avec des filles très jeunes qui ont euh, souffert de, des abus ou de l'harcèlement et on les aide. On a des séances de conseils, on a des conseils séances d'autonomisation. Elles vont à l'école, on s'assure qu'elles aient une place sûre, qu'elles puissent appeler, mais chez moi, au foyer. J'y ai été 3 ans et je pense que maintenant, je suis une personne différente, différente à celle que j'étais quand j'y suis arrivée. Quand on est avec des gens avec des bonnes intentions et qui prennent soin des gens qui souffrent, donc ça, c'est très positif et ça peut mettre fin au travail des enfants. Merci beaucoup, Winnie. Je vais donner la parole maintenant à Amar. On a travaillé, Amar a travaillé dans l'économie des soins. Et si l'on pense aux filles et aux jeunes qui réalisent tout ce travail domestique rémunéré, quels sont les domaines dans les secteurs qu'on doit considérer? Quelles sont les priorités pour le donneur par rapport à ça? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Merci pour me permettre de participer à cette réunion. J'ai beaucoup appris de toutes ces présentations et cette intervenante qu'on a déjà écoutée. Ma connexion n'est pas très bonne. S'il vous plaît, si ça se coupe, vous me le dites. Alors, par rapport à ta première question, je peux dire 2 choses, mais je pense que vous en avez déjà parlé précédemment, mais je pense qu'il y a un point très important. On doit comprendre à partir de la recherche qui a été faite dans les pays d'Afrique et dans tout le monde que créer des solutions pour traiter l'inégalité ou les inégalités résulte en une tendance de traiter ces questions différemment, c'est-à-dire soit le travail domestique rémunéré ou non rémunéré. Par exemple, si les femmes pouvaient avoir un travail rémunéré, elles auraient la possibilité de mettre leurs enfants dans des centres de soins, des centres d'assistance et sans ce travail rémunéré, elles ne pourraient pas le faire. Ça se voit beaucoup au niveau mondial, au niveau régional. C'est très fréquent que les femmes qui travaillent en tant que travailleuses domestiques migrent dans des pays de haut revenu, par exemple au Kenya. Les femmes vont migrer vers des pays de plus ressources comme les Philippines. Et quand les travailleuses domestiques partent, c'est qui reste dans leur communauté pour effectuer toutes ces tâches de soins? En général, ce sont les filles de ces mères qui sont parties. Donc, quel est le sens? Ce sont des écosystèmes de soins qui doivent être traités dans les analyses. Et la deuxième partie est en rapport avec les normes et le travail. On sait que il y a de normes sexistes par- dans l'industrie des soins. En général, ce sont les femmes qui s'en occupent informellement. C'est pas un sujet traité
ou c'est pas considéré comme une valeur ou un moteur de l'économie. Et tout cela est documenté aussi que les femmes et que les jeunes, les filles jeunes, font des tâches de soins et elles continuent, elles prennent le modèle de leur mère. C'est une question de génération générationnelle. Et ces femmes n'ont pas l'autonomie nécessaire ou le choix de pouvoir choisir que le travail qu'elles veulent réaliser en comparaison avec les hommes. Donc, les femmes et les filles, les jeunes, sont un peu motivées dans un sens à rentrer dans ce marché parce que c'est le seul choix pour elles selon les normes sociales. On ne veut pas diviser le travail domestique. On ne veut pas, tel que ma collègue de l'OIT a dit, qu'il y ait des différences. On veut, on veut qu'il y ait des standards, on veut peut-être encourager des salaires minimums ou des politiques en faveur des travailleurs et des travailleuses, c'est-à-dire professionnaliser les travails domestiques ou les travails de soins pour que les jeunes, lorsqu'ils accèdent, quand- lorsqu'ils rentrent à ce domaine de travail, aient une meilleure rémunération, de meilleures conditions. Donc, la responsabilité de du travail des soins sont les déclencheurs pour que ces femmes, pour que ces filles n'aient pas le choix d'aller à l'école, d'avoir une éducation. Donc, cela, on l'a vu lors d'une analyse qu'on a fait en Amérique latine. Trois quarts de femmes qui font de travail de soins n'ont pas pu accéder à l'éducation supérieure ou avoir une formation. C'est ça le rapport entre le salaire ou le travail rémunéré ou non rémunéré. Et je peux parler par rapport aux priorités. Je ne sais pas si vous voulez le faire maintenant ou après. Oui, mais très brièvement, parce que je vais demander aux autres intervenantes de poser d'autres questions. Donc, je vais poser d'autres questions. Donc, juste une ou deux priorités dans une ou deux phrases et après, on passe à une autre personne. En ce qui concerne les priorités, c'est dont on travaille aujourd'hui. On a fait une cartographie de notre travail. Notre travail, c'est de chercher les solutions. On a fait déjà la cartographie, mais on a des initiatives déjà dans les communautés pour réduire les temps de travail non rémunérés. Mais on doit considérer ces innovations et les élargir, c'est-à-dire pas le faire plus grande, mais que l'impact soit plus profond. Et cela va avoir aussi un impact sur les droits des femmes. C'est un autre abordage, c'est une exception. La communauté des donneurs est centrée en général sur les questions en rapport avec les enfants, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut considérer comment les femmes expérimentent toutes ces questions dans le milieu rural. On peut faire l'intervention pour réduire le travail non rémunéré des femmes, mais tout cela va retomber sur leurs filles. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un changement des normes. Parfois, cela marche au niveau du foyer, mais après, ça ne marche pas à échelle nationale, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On essaie d'avoir un temps pour les questions et réponses du public. Moi, je sais que tu travailles dans le secteur du travail domestique rémunéré. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de la charge du fardeau, n'est-ce pas, du travail domestique non rémunéré? Oui, moi je pense que nous pouvons faire des activités de plaidoyer afin d'autonomiser les jeunes femmes, les filles et les adolescentes pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions. Et je pense que nous devons aussi assurer que les jeunes femmes dans le travail domestique puissent accéder à l'éducation et à la formation pour pouvoir développer leurs propres compétences. Merci beaucoup, Edith. Winnie, tu nous as montré des exemples de la vie réelle, n'est-ce pas, de ce que cela veut dire d'être une fille qui travaille en tant que travailleuse domestique. Est-ce que tu pourrais nous commenter une expérience personnelle ou un exemple dans ta communauté de l'impact du travail domestique non rémunéré et l'éducation? Disons, si tu peux faire ce lien-là.
Oui, comme vous savez, lorsque les filles ou les adolescentes travaillent, il est très difficile qu'elles puissent se concentrer sur les études, sur l'école, n'est-ce pas? Parce qu'elles se couchent très tard, elles se lèvent très tôt, n'est-ce pas? Et l- quand il faut étudier, elles sont très fatiguées, oui, et alors elles peuvent pas se concentrer, et alors elles commencent à avoir de mauvais résultats, n'est-ce pas, à l'école. Et cet échec, n'est-ce pas, provoque l'abandon des études. Oui, quand on ne réussit pas aux examens, l'avenir est un risque, en fait. Et c'est une conséquence sans doute de la pauvreté. Hmm, Les travailleuses domestiques, les filles qui travaillent dans le travail domestique comme moi, hmm, parfois, il y a aussi des questions physiques, des tortures physiques et des tortures psychologiques, et nous devenons aussi des personnes pas très gaies. Et cela nous isole, cela nous empêche d'être en contact avec d'autres personnes, et parfois on veut que les autres souffrent comme nous souffrons. Oui, ce sont de très mauvais sentiments. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux vous raconter de mon expérience personnelle. Et maintenant, Chiku, peut-être un ou deux mots pour savoir ou commencer à réfléchir à propos de ce qu'on pourrait faire depuis les programmes, les politiques pour pouvoir visibiliser la situation du travail domestique non rémunéré, surtout dans le contexte des filles, des jeunes femmes et des adolescentes. Je pense que nous devons élargir la sensibilisation. Ce sont des sujets qu'on discute assez souvent. Nous avons pris en considération tous les éléments que nous avons mentionnés ici. On les a récupérés pour élaborer des politiques, et nous devons nous concentrer sur la sécurité sociale et l'égalité basée sur le genre. Il faut aussi produire des enquêtes parce que les enquêtes nous montrent que ce sont les femmes qui ont le plus grand fardeau des activités domestiques. Et il faut voir la meilleure manière, n'est-ce pas, d'utiliser ces informations, ces résultats pour qu'ils puissent, disons, nourrir les meilleures politiques à mettre en œuvre. L'OIT se concentre actuellement sur l'investissement, sur le care, sur le soin, l'investissement sur la structure pour que pour que ce soit plus accessible, pour que par exemple, les comptes bancaires, les comptes d'épargne qu'on a mentionnés aussi, puissent être, disons, euh, réalisés. Par exemple, en Afrique occidentale, nous avons besoin d'intégrer ces éléments à des politiques régionales parce que si on travaille seulement au niveau du pays, on ne peut pas voir exactement les résultats souhaités. Mais si nous euh, élargissons, n'est-ce pas, les activités, les politiques au niveau régional, je pense qu'on pourrait obtenir des règles ou des euh, normes au niveau de travail qui pourraient avoir un plus grand impact. Par exemple, au Kenya, nous avons ces reconnaissances, mais je pense qu'on pourrait quand même approfondir, n'est-ce pas, les réalisations obtenues. Merci beaucoup, Chiku. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions que notre public, les participants, les participantes nous ont écrites dans le chat. Alors, Maïmouda et chers collègues, est-ce que vous pouvez apporter une réflexion sur le rôle de l'ordre des naissances? En général, c'est la fille aînée sur laquelle retombe particulièrement, n'est-ce pas, l'activité de soins. Donc, les panélistes ou les chercheuses, est-ce que vous savez quelque chose lié à ce sujet? C'est sur la fille aînée que le fardeau le plus grand retombe en matière d'activité de soins. Oui, vous ouvrez vos microphones et vous répondez. Oui, c'est tout à fait spontané. Ok, Maïmona a levé la main. Je ne sais pas, c'est quelque chose que vous avez remarqué dans vos études et recherches? Maïmona?
Oui, c'est un aspect très intéressant. Je pense que dans la plupart des pays, les données nous montrent que la fille aînée, effectivement, supporte le plus grand fardeau au niveau du travail domestique et du travail de soins. Cela n'a pas été pris en considération dans notre enquête. Nous n'avons pas inclus l'ordre des naissances des filles et des adolescentes qui ont été enquêtées, mais je pense que c'est un aspect très intéressant à inclure pour approfondir nos études. Merci beaucoup. Oui, c'est un très bon commentaire. Merci beaucoup. Une autre question. La technologie, comment peut-elle être utilisée pour soutenir les travailleuses domestiques afin qu'elles puissent accéder à l'éducation et à plus d'opportunités et pour aussi lancer un défi aux règles actuelles? Nos panélistes ou nos chercheuses aimeraient prendre la parole? Oui, moi, Edith. D'accord, Edith, on vous écoute. La CDTD a une expérience en matière de développement de solutions numériques pour les travailleuses domestiques. Il y a 4 ans, nous avons commencé à travailler sur une solution numérique avec une compagnie de technologie à Nairobi qui s'appelle Texabana. C'est le nom de la compagnie. On fait des essais actuellement pour voir si ces femmes peuvent commencer à être connectées sur le marché du travail pour obtenir des meilleurs emplois et des meilleurs salaires. Et nous avons inclus des aspects de protection, par exemple, s'il y a des abus ou s'il y a un client dont les agissements ne sont pas corrects. On peut aussi signaler ce type de situation à travers cette sorte de plateforme. Et c'est un peu préoccupant, n'est-ce pas, parce que les travailleuses domestiques sont très déprotégées. Il n'y a pas des protocoles à suivre pour l'embauche ou pour le licenciement de cette travailleuse-là. On l'a inclus dans la plateforme numérique et on a créé aussi des hubs dans la communauté où elles peuvent, disons, retrouver d'autres collègues, d'autres consoeurs, n'est-ce pas, discuter des attitudes nécessaires. On l'appelle le centre du cœur domestique. Oui, c'est un hub du cœur domestique. Je pense qu'on a encore le temps d'une dernière question avant de clore le webinaire. C'est une question pour le panel. Est-ce que vous avez un bon exemple d'intervention spécifique réalisée sur le terrain qui ont montré un véritable changement dans les règles sociales ou de genre par rapport au travail du care rémunéré ou non rémunéré? Oui, moi je peux dire quelque chose là-dessus. Nous avons travaillé avec quelques initiatives bien documentées. C'est un projet au Rwanda du centre de recherche Bandomero. C'est le modèle Bandomero qui a été utilisé dans différentes circonscriptions, surtout rurales, au Rwanda, où les familles, enfin, ça commence depuis l'utérus, n'est-ce pas, des mères, c'est-à-dire lorsque que les femmes sont enceintes, la mère et le père de cet enfant doivent déjà commencer à connaître leurs responsabilités par rapport à cet enfant qui va naître, comment ils doivent développer les soins de ce nouveau-né, du nourrisson. Ce n'est pas simplement ce que nous, les femmes, nous connaissons. Les hommes, les pères doivent aussi être associés au développement, n'est-ce pas, de cet être humain qui viendra, les soins qu'on doit attribuer à cet être humain. Nous avons un autre projet en Afrique du Sud. On le développe avec quelques associations des droits des femmes. Euh, Ça s'appelle Partager le fardeau des mères. Oui, on travaille avec des femmes afrodescendantes qui ont de très bas salaires et l'idée, c'est qu'elles puissent établir des discussions très intéressantes entre ces femmes-là et leurs compagnons. En général, ce sont des discussions entre femmes. Mais là, on ouvre la discussion
aux compagnons de ces femmes pour pouvoir connaître la réalité de la maternité, le fardeau, n'est-ce pas, qui pèse sur les femmes mères surtout, les femmes qui ont des ressources très faibles. On utilise une technologie avec récréation de la voix, une vision 360. C'est surtout pour montrer que nous savons qu'il y a de grands écarts entre les femmes et les hommes en matière de travail domestique et de travail des soins, mais c'est justement, on veut montrer ce que cela implique dans le quotidien, la vie quotidienne, comment les interventions peuvent être personnalisées pour travailler auprès des communautés. Nous savons que les résistances et que le genre, n'est-ce pas, peut être une barrière. Nous avons pu observer que ceci apporte une modification de dynamique au couple, mais lorsqu'on l'applique dans nos communautés, là, on voit les résistances qui apparaissent. Donc, le faire comme on le fait, disons, ça rassure un peu la chose. Merci beaucoup, Amar. Tu nous as apporté une information précieuse. Merci beaucoup à nos panélistes. C'est peut-être la fin de ce webinaire. Donc, Karen, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Annabelle. Il est un peu difficile de résumer tout ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un ensemble très précieux de connaissances. Je pense qu'il y a un élément très important, au moins pour moi, ce sont nos discussions autour de l'interrelation de ce qu'on a mentionné aujourd'hui, n'est-ce pas? Le travail rémunéré, non rémunéré, chez les enfants, chez les adolescents, chez l'âge adulte, et tout cela par rapport au travail que nous développons implique plus de travail pour voir comment cette expérience on la voit à travers la vie de ces personnes et comment ces personnes sont façonnées, mais aussi reconnaître les individualités, n'est-ce pas? Chaque personne est indépendante selon le type de travail domestique ou de soins qu'elle développe, son écosystème, et cela, il faut le lier, n'est-ce pas, aux politiques, aux règles et aux investissements. J'aimerais remercier profondément nos panélistes. Elles ont partagé avec nous leurs connaissances, leurs expériences. Et en plus, elles font un travail merveilleux au quotidien sur cet aspect tellement important, n'est-ce pas? Nous invitons toutes les personnes, tous les participants et toutes les participantes à s'incorporer à notre blog disponible dans notre page web. Oui, on aimerait que vous partagiez aussi des preuves de trouvailles. Vous pouvez aussi lire notre newsletter où vous allez retrouver des informations sur cette recherche et d'autres recherches liées aux filles, aux adolescentes et aux jeunes femmes. Dans les prochains jours, nous allons partager avec vous les ressources dont on dispose, le résumé aussi du webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre connexion, pour votre participation et simplement à la prochaine.